Donc, nous allons maintenant entrer dans la période de questions. Donc, je vous invite à vous avancer vers le micro pour poser vos questions dès maintenant. Qui va briser la glace? Bonjour. Très bonne présentation. J'ai une question pour Laïcia. Oui. C'est bien ça? Selon toi, quel a été le plus grand facteur de cette je sais pas comment dire, ouais, mais à quel groupe... attends, je vais mieux la formuler. Dans le fond, là, ce que je veux savoir, c'est à qui seraient attribuables les transformations de l'espace fluvial, justement. Est-ce qu'il y a des personnalités... par exemple, les élites politiques, que ce soit le monde municipal, que ce soit des réformes fédérales, parce que les cours d'eau, c'est le fédéral qui s'occupe de ça habituellement. Est-ce que ce serait plus les élites économiques, par exemple, justement les industriels qui ont voulu transformer ça, ou bien sinon, puis surtout probablement pour la dernière phase de transformation, est-ce que c'était les organismes communautaires qui ont voulu revamper un petit peu, parce que là, je sais qu'aujourd'hui, c'est une piste cyclable aussi tout le long. Est-ce qu'il y a des élites ou est-ce qu'il y a des groupes en particulier qui ont, selon toi, plus contribué à transformer cet espace fluvial qui est le canal de la Chine? En fait, c'est un peu tout le monde, on va dire. Il y a différentes étapes et il y a des phases clés, on va dire, dans cette dynamique de transformation. Puis, même si la place, le gouvernement et l'échelle gouvernementale, on va dire, est la plus visible et prend le pas aussi, il ne faut pas oublier. La première phase de canalisation de la rivière Saint-Pierre et le projet du canal de la Chine, donc qui date des années 1670-1680, et à l'initiative des Sulpiciens et en accord aussi avec les personnes qui étaient présentes sur le territoire. Donc là, c'est à une échelle, on va dire, seigneuriale et en partie locale, qui est appuyée par la monarchie, donc là par l'État. Ensuite, sous le régime britannique, donc c'est repris au départ par une compagnie privée, une compagnie de marchands, il me semble, qui veut poursuivre les travaux du canal, mais il y a des complications, donc c'est le gouvernement qui reprend en main les travaux, mais aussi ils se font en accord avec les groupes de marchands, les industriels, comme on le voit, les nouveaux systèmes de propriété qui sont liés à l'appropriation de la ressource et la vente des surplus d'énergie hydraulique. L'accroissement du canal de la Chine est lié à la possibilité de vendre l'énergie hydraulique pour financer les travaux d'agrandissement. Donc c'est lié aussi à tous ces industriels qui sont présents. Donc à l'échelle, on part d'une échelle plus locale, à une échelle gouvernementale, mais c'est en interaction avec ces différents groupes économiques aussi que le territoire se structure. Puis après, les travaux de Pauline Desjardins sur la réorganisation du corridor du canal le montrent. Cette construction et cette transformation se fait aussi en interaction avec les communautés, et les habitants, immigrants, résidents, qui vont, et largement le vivier, il me semble, d'immigrants irlandais et autres, qui vont nourrir aussi et permettre la réalisation des travaux. Donc c'est une dynamique de co-construction par ces différents groupes, avec bien sûr, c'est l'échelle de l'État aussi qui ressort en particulier, mais c'est lié aussi à des initiatives locales, comme je vous parlais tout à l'heure des collectifs de propriétaires, donc collectifs d'agriculteurs, qui font pression aussi en disant le canal de la Chine, on l'attend, mais nous, on l'attend ça assèche les terres agricoles dans notre intérêt. Donc aussi, il y a une conjonction de ces groupes d'acteurs-là. Ils vont aussi avoir leur importance à leur niveau. Ouais. Peut-être ensuite, est-ce qu'effectivement, il y a eu des groupes de pression mettons dans une perspective environnementale, est-ce que des gens se sont questionnés par rapport justement aux impacts que cette modification-là du canal peut avoir? Là? Je sais que c'est peut-être une problématique qui est arrivée plus sur le tard des années 70 et tout, là, mais est-ce que ça s'est vu dans le passé aussi? Ou pas? On va dire, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études d'histoire environnementale à proprement dite du canal de la Chine, pas envisagé en tant que tel avec les questionnements actuels, mais ça fait partie des problématiques de Parc Canada quand ils ont créé le lieu historique national, où il y a la perspective écologique dont ça apparaît dans les années 70. Donc là, c'est la création de nouvelles aménités, de nouveaux rapports à la nature aussi qui catalyse un peu aussi ces processus-là. Et aussi, il y a des associations ou des initiatives
locales aussi. Là, par exemple, j'étais en contact avec une association qui gère le parc de Meadowbrook. Donc, c'est un golfe, en fait, qui est dans l'ouest de Montréal, à la côte Saint-Luc, où il reste, en fait, une des dernières portions de la rivière Saint-Pierre que, là, le gouvernement souhaite détourner plus de 300 jours par an, puisqu'il y a des problèmes de contamination par un collecteur qui est à proximité. Donc, au lieu de résoudre les problèmes de pollution, on préfère dériver et assécher partiellement dans l'année la rivière. Et là, donc, il y a un groupe de cette association-là, des Amis du Meadowbrook, a, dans une perspective écologique et environnementale, montrer les fonctionnalités qu'avait la rivière Saint-Pierre, puis les usages anciens. On savait avant, c'était utilisé comme pâturage, comme commune, comme terre, là aussi, qui était déjà occupée par les autochtones, et de montrer aussi les services écosystémiques, c'est-à-dire pour le ruissellement, l'écoulement de l'eau, pour les risques d'inondation, l'importance aussi de ces rivières-là, et de l'intérêt de les préserver. Donc il y a différents, c'est plutôt une conjonction. Il y a aussi WWF qui a un projet de parc bleu, c'est le projet Bleu Montréal, qui là aussi se préoccupe des différentes masses d'eau qui restent sur le territoire et comment l'espace fluvial a été transformé et ce qu'il en reste finalement pour pouvoir le mettre en valeur et l'intégrer, comme on disait, dans les projets d'aménagement actuels. Donc là, la perspective historique, elle est directement liée aux préoccupations écologiques et d'aménagement des acteurs actuels. Il y aurait d'autres questions? Merci à vous trois. Écoutez, j'aurais peut-être une question archivistique pour Jean-Nicolas. Présentation fort intéressante. J'aimerais peut-être revenir plus sur votre projet de maîtrise comme tel et sur les sources que vous exploitez dans votre projet. Oui. Donc, je me base principalement sur la correspondance coloniale d'origine française et anglaise pour aller chercher mes informations. Ma maîtrise, comme on mentionnait, se base beaucoup sur la mobilité de la nation Penobscot. Donc, dans le cadre des différents conflits, les Penobscot sont bien sûr impactés. Et donc, à ce moment-là, à travers les archives, j'essaie de trouver les changements démographiques. Donc, d'une année à une autre, s'il y a des baisses, des hausses de population, s'il y a des mentions particulières faites par les autorités coloniales également qui mentionnent, par exemple, le départ de plusieurs Penobscot vers la mission de Bécancour, ce qui s'est produit notamment à certains moments, donc, ou sinon à la rivière Chaudière. Donc, je me concentre vraiment sur ce qu'on appelle les points de chute. Donc, toutes les archives par rapport à Pointe-à-la-Caille, la mission sur la rivière Chaudière, la mission sur la rivière Saint-François, pour voir à ce moment-là les différents déplacements. Donc, archives françaises, archives anglaises, toujours de période par rapport à ici, et sinon, beaucoup la cartographie, donc toutes les mentions qu'on peut retrouver sur les cartes. Il y a une carte qui a été produite dans les années en 1756, si ma mémoire est bonne, de Langdon et une autre personne, le nom m'échappe, mais on a clairement des mentions écrites sur la carte qui font mention de la présence encore, par exemple, de 100 Penobscot sur la rivière, mais de déplacement à ce moment-là à d'autres endroits. Et à partir de ces mentions-là, ensuite, j'utilise la cartographie, les pointillés surtout, qui sont là pour indiquer les sentiers, les routes de portage, pour ensuite aussi tracer leur déplacement. Donc, il y a toute une question de mobilité, mais également d'occupation du territoire à travers leur démographie. Donc, principalement à partir des archives coloniales qu'on retrouve notamment chez Archives Canada. Merci beaucoup. J'ai une première question pour Madame Dedon. Est-ce que, quand on parle de réorganiser la commune de Montréal, par exemple, ou les impacts sur les terres agricoles, sans nécessairement qu'il y ait une préoccupation environnementale, mais il y a quand même des impacts sur la vie quotidienne. Est-ce qu'il y avait des gens qui s'opposaient à cette transformation du territoire-là? Est-ce qu'il y avait des conflits sur l'usage et le réaménagement du territoire? Deuxième question pour M. Plourde. Quand vous parlez d'instabilité à la toute fin, en conclusion, l'instabilité, est-ce qu'elle est pour les Français, pour les Britanniques, pour les Penobscot, qui
Donc, quand on parle d'instabilité, qui est-ce qui est touché par cette instabilité-là? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que ce sont certains groupes en particulier qui perçoivent l'instabilité? Et pour M. Fletcher, qu'est-ce qui se passe avec M. Perriot à la fin? Donc, quel est son sort? Est-ce que les Illinois, parce qu'on est tous dans l'attente du dénouement, est-ce que les Illinois réussissent par leur intervention à le sauver et comment cette intervention est reçue par les Français? Donc, je vous laisse répondre, toi à toi. Si je commence, c'est le plus bref. Enfin, il est relâché en mai, puis il applique pour un brevet de rémission de Versailles. Durant notre guette, on voit les discours des chefs et l'arbitrage qui a été fait entre des officiers en France pour dire on pense que c'est une bonne idée qu'on pardonne Perriot pour des questions diplomatiques. On a besoin de nos alliés pour faire la guerre, puis etc. Boisbriand est formel que ce sera la dernière fois que ça arrive quand il parle aux chefs illinois. Mais on retrouve dans les manuscrits Kaskaskia un autre cas où un esclave qui a battu un Français qui aurait dû être pendu et sauvé par le chef Mamantouza dans le même genre d'intervention. Pour Perriot, il reprend son vie comme il n'y avait rien passé, surtout quand le brevet il revient, donc il est exclu de tout dommage lié avec le cas de Morin. Donc, pour répondre sur l'instabilité, je dirais que c'est principalement les Penobscot qui sont touchés par toute cette instabilité-là, dans le cadre du fait que c'est eux qui habitent le territoire. Les Français, à part Jean-Vincent d'Abbadie, qui va être là jusqu'en 1701, et les missionnaires qui sont là jusqu'en 1713, on en retrouve ensuite par après certaines mentions, eh bien, il n'y a pas de présence forte de Français dans la région, puisque, justement, on ne veut pas habiter ce territoire-là, sachant que on risque d'être attaqué, que les investissements qu'on va faire peuvent être détruits. Les Français vont avoir la même logique également dans toute la région de la Missisquoi. Donc, à part le fort Saint-Frédéric, il n'y a pas vraiment d'occupation avant le début du 19e siècle. Et sinon, les Anglais, eux, sont touchés par l'instabilité, mais sont également la cause de cette instabilité-là, puisque c'est eux qui colonisent le territoire à partir de 1725 et les décennies suivantes, alors que d'une période à l'autre, les différentes rivières, comme la rivière Kennebec, sont deviennent des no man's land. Donc, on ne retrouve plus de population abénaquise sur ce territoire-là, ou quasiment plus. Et donc, à ce moment-là, ça rouvre la porte aux Anglais. Donc, pour conclure, je dirais que c'est principalement les Penobscot qui sont touchés parce que, encore aujourd'hui, on retrouve cette population-là sur le territoire. Ils habitent la communauté d'Indian Island, près d'Oldtown. Et donc, c'est ce qui est un cas particulier, c'est qu'eux vont continuer à occuper leur bassin hydrographique comparativement à d'autres populations autochtones. Et donc, vont, à chaque période, donc, être impactés par les conflits, les changements, la colonisation, tout simplement. Oui, alors, pour la réorganisation du territoire, donc au niveau des communes, par exemple, il y a différentes choses. En fait, ce qui conduit à la disparition des communes à Montréal et dans la vallée laurentienne. Donc, on a des partages, en fait, et la vente en lot qui est voulue notamment, qui est encouragée par les intendants, puis après, là aussi, le gouvernement britannique, donc en privatisant, en fait, les pâturages communaux. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire un travail comparatif là-dessus avec la France, et on a en fait une vive opposition à la division comme ça, à la réorganisation du parcellaire et au partage des communes et à leur vente, qui est marquée en France, qui est liée aux coutumes données aux communautés, qui est liée aux héritages finalement de la période médiévale. Au contraire, dans la vallée laurentienne à Montréal, la population demande
voire encourage juste la division des terres communes et cette réorganisation-là sous forme de lots privés, en fait, où ils vendent contre un loyer. Donc là, au contraire, il n'y a pas, je pense, ce poids des héritages qui joue et qui fait qu'on accède beaucoup plus facilement les transformations qui sont s'appliquent sur un territoire plus nouveau. Et par contre, on a des oppositions marquées au niveau des expropriations liées au canal de la Chine. Il y a des dossiers à la BANQ, puis en fait, il y a plusieurs microfilms qui sont conservés à la BLSH de l'Université de Montréal, donc à la bibliothèque, qui sont des dossiers en fait d'expropriation lors des travaux d'agrandissement du canal, et où on voit des réclamations, où les gens qui essaient de négocier en disant là vous passez, ça va couper mes terres en deux, ou qui réclament leurs indemnités. On a ça pour le canal de la Chine et aussi lors du creusement de l'aqueduc de Montréal, où les gens voient leurs parcelles coupées en deux, en trois parties, ou des parties qui leur étaient plus profitables. En même temps, ils vont profiter par la suite une fois que le canal est mis en place, mais il y a des résistances et parfois c'est surtout sous forme de négociations et de réclamations financières pour les dédommagements des terres qui sont nécessaires pour le creusement du canal. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Je voulais juste vous féliciter collectivement là, pour avoir utilisé, pour avoir présenté plusieurs dimensions de la carte comme source. Parce que hier, on a vu beaucoup de cartes de localisation. Tout le monde s'est a placé ses pions sur la carte, un peu comme un GPS, là. Mais là, vous avez utilisé quand même des diagrammes de conceptualisation des espaces, puis vous avez utilisé des sources cartographiques. Puis je pourrais peut-être ajouter qu'il ne faut plus compter sur les géographes pour le faire. C'est que, d'une part, on n'a plus tout à fait la même relation dans les écoles secondaires, dans les cégeps, etc., entre les disciplines. Il y a peu de gens qui font de la géographie historique. Il faut bien que vous fassiez de l'histoire géographique si les géographes ne font pas la géographie historique. Mais en plus, le SIG, c'est dans un sens un défi à cette utilisation de l'ancienne cartographie. On sait, enfin, tous ceux qui ont goûté, là, l'importance, on utilise des cartes anciennes pour construire son SIG, et ceux qui l'utilisent n'ont plus besoin de la carte originale. C'est faux, mais enfin, c'est l'habitude. Et même dans les départements de géographie, dans d'autres centres universitaires où on fait de la géomatique et de la photogrammétrie, etc., eh bien, ce qui est arrivé depuis une génération, c'est en attendant que tous les cartographes prennent la retraite, on les a remplacés par des gens, des techniciens surtout. C'est très important, c'est d'une grande valeur, mais ça ne remplace pas la cartographie et la cartothèque et la conservation des cartes. Donc, ce sont des choses qui s'ouvrent à nous par la toile. On a de plus en plus la possibilité de découvrir les cartes anciennes et les cartes de toutes les époques, les cartes de génie, etc. Mais il faut aussi s'outiller pour lire la carte. Puis la lecture, l'analyse de la carte, là, c'est là qu'on peut faire des collaborations fort intéressantes, même sans pitonner. Merci beaucoup pour nous avoir félicité de nos travaux. Moi, je rajouterais quelque chose sur les liens justement entre histoire et géographie. En tant que Française, on a toujours eu l'enseignement de l'histoire-géographie qui a été associé, même si dans les faits,
on avait des cours d'histoire, on avait des cours de géographie séparés. Et c'est à l'université qu'on a eu vraiment une redécouverte à la fois de la géographie historique. Et moi, j'ai eu une révélation lorsque j'ai lu Brodel et Christian Grattalou et que j'ai découvert la géohistoire. Moi, je me qualifie pas comme historienne, pas comme géographe, mais comme géohistorienne. C'est un statut que plusieurs chercheurs commencent à se revendiquer en tant qu'historien du spatial, géographe historien du temps long et de cette construction de l'espace sur la longue durée. Et là, j'ai pas eu l'occasion de montrer ici, mais l'utilisation aussi des SIG, etc., qu'on malheureusement n'a pas eu dans nos formations et qu'on a appris aussi sur le tas, comme on le disait hier, a été un outil de cette relecture-là, et c'est un des éléments qui construit pour moi le géohistorien, l'historien du spatial, mais c'est aussi son rapport et sa manière à relire les sources écrites de manière spatiale aussi. Rien qu'un cartulaire médiéval ou une correspondance d'intendance, ça va va être une source écrite, mais qu'on va pouvoir retranscrire, analyser de manière spatiale avec ces outils numériques qu'on va développer. Donc ça, les outils numériques sont un aspect, mais ça va être aussi cette capacité à relire les sources et à spatialiser toutes les données écrites, relire aussi les représentations iconographiques de l'espace et les aborder sous un nouveau jour avec cette approche hybride à l'intermédiaire entre l'histoire et la géographie. Parfait, mais merci beaucoup pour vos questions et pour votre écoute attentive, mais surtout un très grand merci à nos présentateurs et nos présentatrices pour leurs excellentes communications.